Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume, et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 20e épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode un peu spécial qu'on a choisi d'intituler sobrement Pride Podcast parce que en juin, c'est le mois de la Pride et qu'on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir faire un petit épisode autour de ce thème-là. petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois, la deuxième, la troisième ou la quatrième, ça vaut toujours. Le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter, Tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message, une buglante ou des remarques, des questions, des mots doux par email sur notre mail tranche2couple@gmail.com. Et pour terminer, comme d'habitude, on compte sur vous pour faire connaître ce podcast et cet épisode. N'hésitez pas à le partager. J'espère que vous allez apprendre plein de choses dans cet épisode sur la Pride et sur les droits des LGBTQI+. Et donc, voilà, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast, un commentaire sur YouTube ou même sur Facebook. Allez-y, lâchez-vous, on compte sur vous. Et oui, et alors tout d'abord une petite présentation de ce Pride Podcast un peu spécial et peut-être un peu plus long que d'habitude, on s'en excuse par avance, enfin non, on s'en excuse pas parce qu'en fait on avait beaucoup de choses à dire et c'est beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Tous les ans en Europe et en Amérique du Nord et de plus en plus ailleurs dans le monde, le mois de juin c'est le mois des fiertés. C'est un mois où traditionnellement ont lieu un certain nombre de marches des fiertés ou Pride et où un certain nombre d'événements ont lieu autour de ces sujets et du sujet de la visibilité et de l'égalité pour les personnes LGBTQI+. Et oui, parfois les gens se demandent pourquoi on appelle ça Pride, alors peut-être que Guillaume pourra donner quelques éléments sur le contexte, mais l'idée c'est simplement de dire que c'est un jour, donner de la visibilité, un moment où on peut être un peu libéré et se sentir un petit peu libre d'être soi-même et mettre ça un petit peu en avant. Absolument. Et donc, à l'origine de ces Pride, les émeutes de Stonewall en juin 1969 à New York, le Stonewall Inn dans le quartier de Greenwich Village était un bar fréquenté à l'époque essentiellement par des homosexuels, les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres, qui à l'époque étaient considérés comme atteints d'une maladie mentale et globalement réprimés un peu partout aux États-Unis. En juin, donc en 1969, les policiers font ce qu'ils ont fait régulièrement partout dans le monde à cette époque-là, c'est-à-dire une descente dans ce bar. Sauf que on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là, mais la descente du 28 juin, le raid qui a eu lieu a en fait aboutit tout simplement à une sorte de coalition de tous ces groupes très disparates à l'époque de gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres qui se sont mis ensemble pour se battre et pour contrer les raids policiers à partir de ce moment-là, créant un certain nombre de nuits d'émeutes successives à ce moment-là, et puis marquant aussi le début des premières marches des fiertés qui auront lieu à Los Angeles et à New York pour marquer justement l'anniversaire de ces émeutes, qui sont pour la première fois en fait dans l'histoire de la communauté LGBTQI+, où cette communauté s'est regroupée au-delà des différences d'âge, des différences de genre, des différences de vision, de plein de choses, et s'est regroupée pour montrer que oui, ils existent, nous existons, nous sommes là et nous en sommes fiers et nous ne devrions pas nous réduire à des descentes de police. Voilà, ça c'est pour l'origine de la Pride. Alors, tant qu'on est là, qu'est-ce que c'est que cet acronyme LGBTQI+, qui peut-être, avec lequel vous n'êtes peut-être pas familier, parce que souvent vous avez peut-être entendu des versions plus courtes. Alors, pour citer le coordinateur d'une association belge, Altervisio ASBL, donc, qui s'appelle Bernard Guillemin, qui a été cité dans un article de la RTBF, qu'on vous partagera bien sûr. Je cite, c'est vrai que ça peut sembler un peu compliqué, et en plus ça évolue encore sans cesse. Mais c'est parce que le discours se précise et s'affine davantage. On précise certaines spécificités, de genre notamment. On se rend compte que c'est pas aussi simple que ce qu'on en a dit.
Et des précisions sont importantes pour que chacun puisse s'identifier et être reconnu dans une société qui reste encore hétéronormée, puisque l'hétérosexualité est encore vue comme la norme. Absolument. Et donc, L pour lesbienne, G pour gay, B comme pour bisexuel, T comme transgenre, Q comme queer, I comme intersexe, intersexué, et le plus, c'est pour toutes ces autres identités que, voilà, que la science, la sociologie, la société découvre ou met en valeur de plus en plus aujourd'hui, par exemple la sexuelle, pansexuelle, en genre. Bref, l'ensemble des... Pour ne pas faire un catalogue de lettres, on se limite aux celles qui sont en tout cas les plus représentées dans la société actuelle, mais on n'oublie pas toutes les autres. C'est donc très inclusif, et ça c'est chouette. Et puisqu'on en est là, Max, est-ce que tu veux profiter de cette opportunité pour nous faire un état des lieux des droits des personnes LGBTQI+, au travers le monde? Et oui, en 2021, eh bien, même si les droits des LGBTQI+, progressent, 70 pays, 70 quand même, criminalisent toujours les actes sexuels entre adultes consentants de même sexe. Et dans 11 de ces pays, l'homosexualité est passible. C'est le cas, effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, de la peine de mort. Je vais les citer parce que, voilà, je pense que ça vaut le coup quand même. Cette liste de pays ne vous surprendra sans doute pas. Alors, c'est l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, Brunei, les Émirats Arabes Unis. Pensez-y pour vos prochaines vacances à Dubaï. L'Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Pakistan, le Qatar, la Somalie et le Yémen. Mais c'est aussi le cas dans un certain nombre de territoires qui sont contrôlés par l'État islamique ou des groupes fondamentalistes. Des gens bien. Et là, bien sûr, au-delà de la condamnation à mort, les méthodes sont encore, relèvent carrément de la torture, en fait. Du Moyen-Âge. Décapitation, lapidation, pendaison. Et dans les territoires sous domination de l'État islamique, on jette carrément les gens du haut des immeubles. Voilà. Alors c'est le continent africain et le Moyen-Orient qui concentrent la majorité des pays où la haine anti-LGBTQI+ est légale. Prison ferme ou peine capitale, ces législations homophobes pèsent sur la vie de 3 milliards de personnes, c'est pas rien, avec des arrestations dans les dernières années en raison de l'orientation sexuelle dans plus de 45 pays. Et les cas de violence physique ou supplices infligés du commissariat à la détention par des agents de la force publique sont courants. Et au-delà de la criminalisation de ces actes sexuels entre adultes consentants de même sexe, c'est de ça qu'on parle, les minorités sexuelles restent traquées, violentées et condamnées à la honte et à la clandestinité dans de nombreux pays. Donc 156 pays aujourd'hui protègent ou donnent une existence légale aux homosexuels et à leurs familles, ce qui est très bien, parce que si on regarde un petit peu en arrière, en 1990, il n'y en avait que 77. Donc on voit qu'on a fait du chemin quand même. Le quasi-consensus international sur cette question est un indicateur fort sur le chemin des droits humains, et plusieurs pays, dont la France, ont formulé des résolutions en faveur d'une dépénalisation universelle de l'homosexualité auprès des Nations Unies. Alors le combat du droit est indispensable, mais bien sûr ce n'est qu'un préalable, parce que celui des mentalités sera beaucoup plus ardu et prendra du temps. Et si au cours des 10 dernières années, on a vu s'accroître le nombre de pays protégeant contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, dans le même temps, un certain nombre de pays ont mis en place et ont appliqué des restrictions aux droits humains. Et dans nos pays dits occidentaux, où le niveau de protection est le plus élevé, notamment, on le sait, aux États-Unis, Canada ou dans l'Union européenne, grâce notamment à des textes comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui proscrit les discriminations liées à l'orientation sexuelle, et puis un certain nombre de directives européennes qui protègent les citoyens. Rien n'est totalement acquis, on l'a vu sous l'administration Trump, qui a pris des mesures pour restreindre les protections des personnes LGBTQI+. Notamment le bannissement des personnes transgenres de l'armée. Voilà. Et on le voit aussi dans les pays de l'Union européenne, comme la Hongrie ou la Pologne, vous le savez, dans lesquels il y a des gouvernements conservateurs qui finalement en font un argument Pas politique. trop conservateur, mais ça c'est mon avis. Qui font de la lutte contre les personnes LGBTQI+,
finalement une ligne politique qui se traduit par une augmentation des violences verbales et physiques à l'encontre de ces personnes, la restriction de la liberté d'expression, et puis la mise en place de législation ou de dispositions constitutionnelles qui visent explicitement à restreindre les droits des LGBTQI+, ou à carrément imposer des discriminations, par exemple en Hongrie, à l'égard des personnes trans. Alors, au cours de l'année et demie qui s'est écoulée, le Covid a été un prétexte de plus pour justifier attaques et discriminations à l'égard de ces personnes, qu'il s'agisse de les stigmatiser en les dénonçant comme carrément responsables de la pandémie et de sa diffusion, ce qui était le cas en Corée du Sud, d'imposer des mesures discriminatoires pour les personnes trans qui ont été forcées aux Philippines d'effectuer leur quarantaine sous leur genre de naissance, ou alors carrément des arrestations arbitraires au motif que des jeunes sans-abri, donc une vingtaine de jeunes sans-abri en Ouganda, ont été arrêtés par la police parce que, soi-disant, ils violaient les règles de distance sociale. Et en réalité, une fois qu'ils sont retrouvés en prison, ils ont été torturés. Alors plus que jamais, on remercie les gouvernements et les organisations non gouvernementales, ces ONG qui se battent aux Nations Unies comme localement pour faire changer les législations et les mentalités. Et on vous mettra en lien un rapport de l'ILGA, qui est une association internationale de lutte contre les discriminations, qui fait un rapport annuel justement sur toutes ces mesures de criminalisation et toutes ces mesures d'homophobie d'État. Et c'est aussi dans ce contexte qu'on réalise qu'on a la chance d'être né en Europe, dans un pays et dans une Union européenne qui protège les droits humains, y compris lorsqu'on est issu d'une minorité sexuelle. Et je peux vous dire à titre personnel que les demandes d'asile qui sont reçues en Belgique, un grand nombre le sont par des jeunes LGBTQI+, qui ont été obligés de fuir leur famille ou leur pays, car ils ne pouvaient pas être eux-mêmes ou étaient victimes de violences ou de discrimination très fortes. Et c'est quelque chose, c'est un parcours qui est absolument terrible. Quand ils vous le racontent, c'est glaçant. Mais finalement, ils n'avaient vraiment pas le choix que de partir, même si c'était un vrai déchirement. Ouais, nous, on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à parcourir dans notre beau monde actuel et qu'on a de la chance de vivre en Belgique. On y reviendra un peu plus tard dans ce podcast. Et puis moi, je vais enchaîner sur un deuxième sujet qui est pas beaucoup plus drôle, mais qui me paraissait tout aussi important, notamment à cause du débat qu'il y a actuellement en France et de la nécessité de faire du bruit autour de ces débats. C'est le sujet des thérapies de conversion. Alors, les thérapies de conversion, elles sont nées aux USA dans les années 50. Elles n'ont d'abord rien à voir avec les religions, mais on y viendra après, elles vont y passer. Elles relèvent davantage d'initiatives liées à la psychiatrie. L'homosexualité étant à l'époque encore considérée comme une maladie mentale. Et pour petite information, ce jusqu'en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. 1992, Max, t'avais 6 ans, j'en avais 4. On a vécu un temps où l'homosexualité était toujours considérée comme une maladie mentale. Et on est vieux, oui, mais ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Lorsque l'homosexualité cesse d'être perçue comme un désordre psychiatrique, ce sont alors les mouvances liées aux évangéliques, puis diffusées au sein d'une partie de l'Église catholique, dans ces mouvances que donc se développent, toujours avec le même objectif pour ces prétendues thérapies, remettre les personnes ayant des penchants sexuels intrinsèquement désordonnés, là je reprends une note du Vatican d'il y a quelques années, dans le droit chemin, les convertir à l'hétérosexualité ou encourager l'abstinence et faire en sorte que les personnes concernées finissent par associer des sensations déplaisantes à tout contenu ou penchant homosexuel. Inutiles, elles peuvent carrément devenir dangereuses physiquement et psychologiquement. Elles présentent en effet des formes très différentes. Les toutes premières thérapies plutôt liées à la psychiatrie étaient particulièrement affreuses physiquement, avec des mélanges de pulsions électriques, de lobotomie, de cocktails de médicaments en tout genre. Ce sont donc, comme je le disais, celles qui sont liées à la psychiatrie. Ensuite, d'autres sont tout aussi scandaleuses, mais davantage portées sur l'esprit, la spiritualité, on va dire, avec l'aide de sessions de psychothérapie, d'exorcisme, de sessions de groupe, et surtout d'une intense pratique religieuse. C'est le cas, par exemple,
des thérapies qui ont été proposées par l'association Exodus International entre 1976 et 2013, association qui sera dissoute et qui reconnaîtra les torts causés aux personnes ayant fréquenté leur groupe. Aujourd'hui, ces sessions sont pour l'essentiel portées par 2 organisations, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, l'association Courage au sein de l'Église catholique et Desert Stream Living Waters, torrent de vie en France, son équivalent chez les évangéliques. La multiplicité et la diversité des lois existantes dans chacun des États des États-Unis expliquent le développement d'autant plus facile. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça a été un peu le berceau de ces thérapies et pourquoi elles ont pu se développer sans rencontrer véritablement d'obstacles. On sait que certains États des États-Unis, notamment les États très ruraux, sont toujours extrêmement conservateurs. Que ça n'a rien à voir avec des questions de couleur de peau ou de classe sociale, mais vraiment il y a vraiment un arrière-plan extrêmement conservateur. Voilà. En France, elles restent assez discrètes, bien que tout à fait existantes. Elles sont portées et promues par une frange très conservatrice de l'Église catholique, avec la bénédiction littéralement de certains personnes haut placées. Je citerai notamment l'évêque de Bayonne, Marc Hayet, qui est l'un de ses plus fidèles défenseurs. Pour la petite histoire, j'ai quand même dansé le rock avec Marc Hayet à une rencontre européenne il y a pas mal d'années en arrière, sans vraiment connaître la notoriété du personnage. Et je crois que si jamais j'avais su... Mais t'as littéralement dansé le rock avec lui On a dansé, pas ensemble, mais voilà. Ah, d'accord. On était dans sur un soir de Nouvel An, sur un même... plateau dance floor, et je pense que j'aurais probablement réagi autrement si à l'époque j'avais su où il en était. Bref, leur danger, c'est d'abord de ces thérapies de conversion, c'est d'abord de passer pour des sessions qui auraient à cœur le bien-être spirituel et le bonheur des personnes. En réalité, elles sont un poison psychologique. Elles sont par ailleurs, selon Anthony Favier, qui est président de l'association David et Jonathan, davantage des thérapies, en France en tout cas, d'aversion que de conversion, car elles promeuvent davantage la chasteté, dont acte. Mais elles peuvent déraper et devenir des thérapies d'aversion de soi-même aussi. C'est vraiment le souci et la difficulté de ces procédés. Dans un article de La Croix, Jean-Michel Dumont, qui lui est fondateur et prieur de la Communion Béthanie, note que « Je suis resté fragile, on ne sort pas indemne de cela. Je continue à vivre avec un grand espace de culpabilité à l'intérieur de moi, et cela a beaucoup perverti ma relation aux responsables d'église. » Il témoigne d'un parcours de la honte avec des prières de guérison, séances d'exorcisme à 8 reprises pour le déposséder du démon de l'homosexualité. Et évidemment, ce qui arrive malheureusement très souvent derrière, c'est la tentation du suicide. On sait combien les jeunes, et les moins jeunes, mais ça touche énormément les jeunes LGBTQI+, et aujourd'hui de plus en plus, cette tentation du suicide. Il est donc tout à fait légitime de chercher une solution pour arrêter ou limiter ce phénomène. Et là, en l'occurrence, les thérapies de conversion font partie des choses qui poussent aussi les jeunes. Et tu le disais effectivement, Guillaume, il y a une prévalence beaucoup plus élevée dans les jeunes qui font des tentatives de suicide, de jeunes LGBTQI+, parce que la société, parce que voilà, c'est difficile encore de s'accepter. Et c'est d'autant plus important justement d'avoir ce mois des fiertés, d'avoir ces prides qui se déroulent de manière très visible pour que on puisse montrer à ceux qui n'arrivent pas encore à s'accepter ou qui peut-être c'est plus compliqué dans les situations dans lesquelles ils sont que comme on dit en anglais it gets better, qu'il y a vraiment ça va aller mieux. Ça peut aller mieux et ça va mieux une fois qu'on arrive à un peu s'écarter, s'assumer et vivre tout simplement. Absolument, et assumer de vivre dans la société dans laquelle on est, et surtout permettre que les autres acceptent et tolèrent, acceptent et s'ouvrent et deviennent ce qu'on appelle dans la communauté LGBTQI+, des alliés. Des alliés. Et vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. On y reviendra peut-être après, ou on peut en parler tout de suite en fait. Avant de terminer sur les thérapies de conversion, les alliés, c'est n'importe quelle personne qui devient littéralement un allié de la communauté LGBTQI+. C'est un petit geste. C'est un sourire quand vous croisez un couple qui se tient la main. C'est peut-être d'éviter la petite blague qui fait bien rire, mais en fait qui bien grave, bien homophobe, bien voilà. LGBT-ophobe, etc. C'est peut-être quand vous demandez à quelqu'un, à un jeune, s'il a une petite amie, et lui dire est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, ou est-ce que tu as une petite amie ou un petit ami. Et ça montre
cette simple prise enfin, ces quelques mots, simplement, ça laisse un champ d'opportunité et un champ de possible. Absolument. Après cette petite parenthèse, pour terminer sur les thérapies de conversion, 2 députés de l'Assemblée nationale, Bastien Lachaud du groupe France Insoumise et Laurence von Nunbroek du groupe La République En Marche, ont lancé en 2019 une mission d'information sur les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Les associations visées c'est difficile à dire. Les associations visées disent évidemment accompagner les personnes homosexuelles, mais ne jamais pratiquer de thérapie de conversion. L'objectif de cette mission est donc de préciser dans le code pénal les infractions de violence volontaire, psychologique ou physique, et d'abus de faiblesse, pour s'assurer qu'elles soient également applicables dans le cas de ces fameuses thérapies ou dans ces groupes de parole. Certains y voient évidemment une ingérence de l'État dans les affaires de l'Église, mais il est bien question ici de protéger les personnes et de faire en sorte que tout un chacun, sous couvert de guérison, d'accompagnement, ne soit pas soumis à ces pseudothérapies et à l'ascendance de personnes qui vont lui faire lutter contre elle-même ou contre lui-même et parfois le pousser jusqu'au bout, on l'a dit, jusqu'au suicide. Il reste du chemin c'est exactement ça. Abus de faiblesse. Il reste du chemin à parcourir, tant le gouvernement actuel est frileux sur ce sujet. On va dire qu'on ne va pas le féliciter parce que c'est une chose qui n'est pas prioritaire. Évidemment, il y a plein d'autres choses à gérer en ce moment, mais c'est très dommage qu'il y a un certain nombre de choses, on y reviendra après, mais qui ne soient pas prioritaires pour l'instant. On espère que d'ici à 2022, les choses vont changer et qu'on aura un gouvernement qui soutiendra autrement que par les tweets de Marlène Schiappa les droits des LGBTQI+. Exactement. Alors, on vous a fait deux sujets qui étaient en introduction, disons, un peu lourds de sens, mais je crois que c'est important aussi de les adresser parce que ça touche des vraies personnes et ça a des conséquences parfois dramatiques, comme on vous le disait. Dans les familles, pour les amis, autour de vous. Et pour ces personnes-là. Et donc, je crois que c'est important aussi de s'éduquer un petit peu tous et toutes. Nous, quand si je me réfère aux droits et aux discriminations contre les LGBTQI+, dans le monde, typiquement, quand on regarde dans quel pays on peut éventuellement voyager, c'est aussi des choses qu'on regarde concrètement. Parce que en fait, on n'a pas ni envie d'aller dans ces pays-là, ni envie de nous retrouver sous le coup de discrimination, simplement parce que en fait, on n'a pas la chance dans tous les pays du monde d'avoir les mêmes protections qu'on a en Europe. Et puisqu'on parle de voyage, je voudrais souligner d'ailleurs, vous pourrez retrouver leurs aventures, on vous mettra l'adresse de leur blog sur nos réseaux sociaux aussi, le voyage de Mathieu et Pierre, qui sont un couple, qui sont partis de Paris en 2019 pour faire un tour du monde. Juste avant le Covid, ils ont vu un grand nombre de pays. Ils sont revenus brièvement à l'été 2020 à cause du Covid et ils sont repartis terminer leur voyage au début de cette année. Ils ont fait le tour de pas mal de pays, y compris des pays où c'est compliqué et ils expliquent un peu justement sur leur blog comment est-ce que les choses sont prises, leur ressenti et c'est assez intéressant. Alors pour le petit point belgitude, Guillaume. Petit point belgitude pour faire un cocorico, même si c'est pas vraiment un cocorico à la belge, c'est plutôt une frite. La Belgique est classée 2e pays d'Europe dans le classement Rainbow Europe de l'international, de la section européenne de l'association internationale ILGA, dont Max a effectivement parlé tout à l'heure. On note qu'on doit descendre à la 13e place pour trouver la France, Gloops. Et comme je le disais, vu les atermoiements des gouvernements successifs et a fortiori du gouvernement actuel sur le sujet, bien qu'ils aient toutes les cartes en main pour avancer sur des sujets comme la PMA ou les thérapies de conversion, on n'est pas de sortie de l'auberge outre-Quiévrin. Mais on rappelle qu'en Belgique, le mariage, l'adoption et un certain nombre d'autres droits fondamentaux pour les homosexuels sont ouverts depuis 2006. Et voilà, alors on en vient forcément, vous l'attendiez, à notre rubrique Vie de couple, qui elle aussi va être sous le signe du... L'auspice du drapeau arc-en-ciel. Du drapeau arc-en-ciel. Alors peut-être qu'on peut commencer par nos coming out respectifs. On peut parler de ça. On vous a dit qu'aujourd'hui on allait vous parler de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, et ben voilà, c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Le coming out, c'est quelque chose qu'on aimerait ne pas avoir à faire dans un monde idéal.
le C'est cousin ce que tu bidule disais tout à l'heure. C'est- ou la cousine T'es avec truc. une fille, t'es avec un garçon. C'est ça. Que ça devienne automatique que les gens posent les deux questions. Parce que, oui, il y a 10-15% de la population mondiale qui fait partie de la communauté, entre guillemets, LGBTQI+. Du coup, oui, il faut s'adapter aussi un peu. Ça existe. Ça existe. Et c'est vrai On que existe. voilà, c'est mon frère ou ma sœur ou tes sœurs n'ont pas eu à faire une déclaration pour dire qu'elles étaient hétérosexuelles, ça coulait sous le sens. Et ben on aimerait bien que ça coule un peu sous le sens qu'on puisse être soit hétérosexuel, soit homosexuel, soit bisexuel. Absolument. Et alors Max, tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Et ben voilà, je vais commencer. C'est moi qui ouvre le bal. C'est toi le plus âgé en même temps. Ah, c'est ça, je suis le vieux de notre couple. Privilège d'aînesse. Ah, c'est ça. Alors pour moi, le coming out, c'était un processus qui était un petit peu long, parce que c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était, qui existait vraiment dans mon monde. Quand j'ai grandi dans une petite ville de Bourgogne, et donc des homos, voilà, j'en croisais pas, j'en voyais pas. Il faut dire qu'à l'époque, je te rassure, au fin fond de la Haute-Savoie, il n'y en avait pas beaucoup plus. On y reviendra, mais Internet, ça n'existait pas vraiment. Donc, il n'y avait pas non plus des ressources qui pouvaient être trouvées là-dessus. Il se trouve aussi que, vous le savez, on est tous les deux catholiques pratiquants, et que pour moi, ça a été aussi un grand chemin de réflexion et de parcours intérieur, on va dire, sur comment concilier ma foi, qui est un élément absolument fondamental de qui je suis, et puis cette découverte progressive du fait que en fait, j'étais plus attiré par les garçons que par les filles. Et donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu lutté pendant de nombreuses années, où en fait, concrètement, je savais que j'étais attiré par les garçons depuis assez jeune, autour de, je pense, 10-12 ans. Je le savais déjà au fond de moi-même, mais en fait, j'arrivais pas à l'accepter. Et donc, j'ai officiellement fait mon coming out à ma famille d'abord, quand j'étais à Berlin, en Erasmus, donc à 19 ans. C'était aussi juste après le mariage de mon frère. Et je pense que ça a aidé à peut-être faire aussi un petit déclic en disant, voilà, allez, il faut... je sais pas, le fait de partir à Berlin, d'être du coup dans un autre environnement. Berlin, c'est une ville qui est extrêmement colorée et diverse. Et donc, typiquement, c'est le premier endroit où il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu as une copine ou un copain, en me rencontrant, quoi. Et ça m'a vraiment frappé. Et donc, j'ai profité d'une petite visite de ma famille, qui sont venus me voir pour annoncer ça, révéler cette petite partie de moi-même. Révéler, ça fait un peu... Non, je l'ai pas avoué. Je n'aime pas le terme avoué. Avoué, mais révéler, oui, j'ai révélé cette partie de moi-même que je leur avais pas révélée à mes frères et sœurs et ma belle-sœur. Et puis j'ai écrit une belle lettre à mes parents que je leur ai remis, et en leur disant de la lire une fois qu'ils seraient arrivés, ou je sais plus. Enfin bref, je voulais aussi leur laisser le temps un petit peu de processer la chose. Et voilà, il y a beaucoup de... Ensuite, c'était vraiment un poids qui se libère. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Un poids sur les épaules là, qui tout d'un coup tombe. Et puis progressivement, j'en ai parlé avec mes amis les plus proches, en prenant le temps de le faire. C'était pas simple du tout. Mélissa pourra se souvenir du temps qu'il m'a fallu pour cracher le morceau autour d'une bouteille. C'est surtout le nombre de verres, j'allais dire. C'était pas forcément qu'une question de temps, d'après ce que j'ai compris.
autour d'une bouteille de martini blanc. Et donc, oui, j'ai choisi, plutôt que de faire l'annonce à tout le monde ou de le mettre sur Facebook ou quoi, plutôt de le dire. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait dire on pouvait, in a relationship exactement. sur Facebook. Non, ou interested in. Interested in. Ouais, c'est vrai, exactement. Il y avait interested in au début. En gros, c'est quoi on est vieux, voilà. Mince. Et en gros, de le dire progressivement un à un avec les personnes qui étaient les plus proches de moi. Et puis, une étape importante a aussi été de le dire à ma famille élargie. On a déjà parlé, la famille élargie, c'est assez important pour Surtout moi. Vu la taille de la famille élargie. Et voilà, il y a une certaine taille. Et puis voilà, progressivement. Et puis après, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie, tout ça. Donc voilà, celui qui est en face de moi. Et du coup, ensuite, ça a été d'autres rencontres. Et progressivement, pour être totalement out. Alors, je dirais que dans le coming out, c'est assez étonnant parce que, en fait, j'ai envie de dire qu'il est un peu fait en 3 phases. La première, c'est vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui, en fait, voilà, ça se fera au moment où vous êtes prêt. Mais s'accepter soi-même, c'est vraiment la première étape et il peut rien avoir qui peut se faire jusqu'à là. La deuxième étape, j'ai envie de dire, c'est son entourage, son cercle, son premier cercle. Alors, il y a des gens qui choisissent de jamais le dire à leur famille parce que c'est trop compliqué et tout ça. Mais donc, dans ce premier cercle, j'inclus les amis, proches et tout ça. Et dans le troisième cercle, ou dans la troisième étape, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tous les... le reste du monde, les gens dont on s'en fiche un petit peu, mais à un moment donné, c'est vrai que ce soit au boulot ou quand on arrive et qu'on rencontre des gens, à un moment donné, on se rend compte qu'on est obligé de faire des efforts pour cacher cette partie-là de notre vie. Spécifiquement si on est en couple avec quelqu'un et on doit changer à la machine à café le lundi matin, on est obligé de changer le genre de la personne avec qui t'as fait quoi ce week-end, j'étais avec ou avec elle ou avec il, bref. Et donc en fait le coming out, c'est un petit peu un processus permanent parce que à un moment donné, quand les gens commencent à les rencontrer plus régulièrement ou quoi, la question se pose, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas, de quelle manière? Et après, chacun a un petit peu ses manières de le dire et de le faire. C'est vrai qu'au début de ma vie professionnelle, j'en parlais pas, tout simplement. Et puis j'utilisais des formules qui n'avaient pas de genre. Et puis progressivement, je l'ai dit, voilà, aujourd'hui sur mon bureau, j'ai une photo de nous deux et je trouve ça chouette. Et puis je parle de mon mari et puis voilà, ça fait partie de la vie et la vie est courte et moi en tout cas j'ai choisi, c'était aussi la raison pour laquelle j'ai fait tout ce processus vis-à-vis d'abord de ma famille, j'ai choisi de vivre en vérité avec moi-même et puis en vérité avec les autres. Et puis, il y a des gens qui se sont un peu éloignés, et tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas... si jamais vous nous écoutez, rien ne vous empêche de vous rapprocher, la porte est toujours ouverte. Exactement. Et toi, Guillaume, alors, comment s'est passé ton coming out? Parce que j'ai commencé, maintenant c'est à toi. C'est un autre modèle, en fait, que j'ai suivi. Je pense que je me suis rendu compte un peu plus tard, déjà, que j'étais plutôt attiré par les hommes. Je dirais plutôt 15-16 ans, quelque chose comme ça, un truc comme ça, que j'ai vraiment mis en tout cas un nom dessus. Et puis après, les choses se sont faites dans un sens assez naturellement. À 18 ans, j'ai quitté le domicile familial avec une joie non dissimulée pour aller faire mes études. J'étais très content de prendre mon indépendance et mon envol à ce moment-là. Et puis, voilà, j'en ai pas fait... C'était pas vraiment ça n'a pas été vraiment un sujet pour moi pendant encore quelques années derrière. Ah, tu travaillais, tu faisais partie de ces gens qui étaient focalisés sur leurs études et tout ça. C'est ça, absolument. Qui avaient un petit peu reporté la question. Je me suis focalisé sur mes études. Si maman nous écoute, je te dirais, chère mère, que je me suis focalisé sur mon 12 de moyenne. Elle saura de quoi je parle.
Mais c'est vrai que c'est pas un sujet forcément que j'abordais parce que pour moi c'était un non-sujet, parce que je cherchais pas forcément non plus une relation à ce moment-là, parce que j'étais peut-être en train dans mon esprit de construire un peu les choses aussi à mon rythme. Surtout, j'ai toujours détesté qu'on m'impose des choses. Et donc, on m'impose un rythme. Et donc, pour moi, ça a toujours été je ferai ça, je dirai ça quand le temps sera venu. Et puis, à un moment donné, le temps est venu. Et puis, les premières personnes à qui j'avais pu en parler, c'est déjà des amis autour de moi, quelques mois avant de partir en Erasmus, où j'ai commencé à en parler, à mettre des mots dessus. Mais voilà, sans en faire forcément sans vouloir en faire une grande cérémonie non plus. Et puis, une semaine, quelque chose comme ça, 10 jours avant de partir en 6 mois en Erasmus en Italie, voilà, je l'ai dit aussi, je l'ai annoncé, comme tu disais, à mes parents. Et puis je suis parti. C'était une façon aussi de dire comme ça, chacun digère l'information de son côté. Je ne sais pas si c'était forcément la façon la plus délicate de le faire, mais en tout cas, c'était la façon dont moi, je me suis senti à l'aise, en tout cas à ce moment-là, pour le faire. Et puis j'en ai parlé à mes sœurs. Et puis en fait, je crois ah non, il y a eu mes grands-parents aussi. J'ai écrit une lettre à mes grands-parents 1 an et demi après, parce que ça a fini par être important, d'autant qu'on était ensemble avec Max à ce moment-là. C'était important de leur dire. Et alors, pour être tout à fait honnête, je crois que c'est les seuls coming out que j'ai fait. Parce qu'après, dans mon esprit, je me suis toujours dit que je ne ferais... Les gens qui me sont très proches, j'avais envie de leur dire de façon... Les amis et la famille très proche, j'avais envie de leur dire. Les autres, c'est un peu comme Max, voilà, ils le découvriront, ils ont vu des photos sur Facebook, ils ont vu Max venir avec moi à telle ou telle invitation. Ça leur plaît, tant mieux. Ça leur plaît pas, tant pis. Un de perdu, 10 de retrouvé. J'ai toujours été un peu dans ce côté-là. Alors c'est peut-être un peu, ça paraît un peu, je sais pas, comment on dit, un peu rien à cirer, mais non, c'était ma façon à moi aussi de faire les choses et de dire que je n'avais surtout pas envie de me faire imposer l'agenda de quelqu'un d'autre ou les pensées oui, la façon de penser de quelqu'un d'autre, que je ne voulais pas m'embarrasser de relations qui pouvaient devenir compliquées à force de multiplier les non-dits où les gens ne seraient pas à l'aise ou quoi que ce soit, et que donc il fallait que les choses se fassent aussi naturellement dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Alors, ce qui est pas toujours simple, c'est que parfois on se retrouve dans des situations un petit peu, dans des situations un petit peu, comment dire, c'est pas ambigu, mais c'est, alors typiquement, un jour, j'ai invité des amis enfin, que je connaissais bien en couple dans notre appartement. Et je leur ai dit, rue Lecourbe, et je leur ai dit que Pierre-Emmanuel Géraldine, si jamais il nous écoute, et je leur ai dit, bah voilà, venez dîner à la maison, et puis comme ça, je vous présenterai quelqu'un. Et en fait, j'avais pas vraiment explicité. Et Guillaume, dans ces cas-là, lui qui ne veut rien dire, et ben en fait, ça le met un petit peu quand même mal à l'aise, hein, pour le coup. Oui, mais quand ça s'applique à moi, c'est pas pareil. Mais en fait, mais tu leur as pas dit. Ah oui, donc le weirdness pendant 3 secondes, là, quand It's la porte va s'ouvrir. Awkward. C'est ça. Donc, bon, Ça de va être fait, bizarre. même si tu veux pas nécessairement en faire tout un flanc, ben, il y a quand même toujours, pour ces personnes qui t'ont connu avant que ça soit ta normalité, et voilà, et ben, voilà, il y a quand même ce petit moment où ça peut être un petit peu bizarre. Voilà. Donc... Mais tu voulais dire, parce que du coup... Non, je disais, j'ai pas parlé moi du coup de la partie travail, mais je précise que je travaille dans la culture, donc ça a jamais vraiment été un problème. Ouais, c'est plutôt être hétéro qui est non, compliqué. Non, ça c'est pas vrai. Mais j'ai eu la chance de travailler dans un milieu où... Alors, je dirais pas que c'est un milieu qui est ouvert sur tout, parce qu'on se rend compte encore que même si on bosse dans la culture, et ben, notamment dans les très grandes maisons, très grandes institutions, il y a aussi des non-dits, il y a aussi des choses qui ne... C'est pas facile d'être hétéro. Non, je t'assure, même, c'est pas toujours facile d'être homo non plus en fonction par exemple, du département dans lequel tu travailles. Tu as des secteurs qui sont beaucoup plus de la culture, qui sont plus conservateurs, et puis tu en as d'autres qui sont un peu plus ouverts. Mais en tout cas, voilà, je me suis jamais trop embarrassé avec des non-dits et avec
ma femme ou ma compagne ou quelque chose comme ça. J'ai souvent aussi Éluder le sujet. éludé le sujet parce que voilà, c'était plus simple. Mais j'ai aussi très vite présenté Max et ouais, moi aussi j'ai une photo de nous quatre avec Clémence et Perrine sur mon bureau. Classe. Bah, en même temps, comme tu m'as invité à venir écouter des concerts au Louvre, du coup, assez rapidement, C'est ça, voilà, c'est c'est l'avantage. vrai. Alors, pour terminer cette partie coming out, je voudrais aussi parler des autres, en fait, ceux qui reçoivent le coming out. Parce que c'est vrai que c'est pas simple, nécessairement, quand on n'a jamais eu. Enfin, peut-être maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais quand moi j'ai fait mon coming out, autant moi j'avais pas été dans un environnement où l'homosexualité c'était quelque chose de présent, tous ceux qui ont reçu mon coming out, eux aussi se retrouvaient dans la même situation en fait. Et donc, si vous savez pas exactement comment réagir, je pense que l'essentiel c'est si quelqu'un vous confie quelque chose qui est important pour lui comme ça, parce que s'il prend le temps de le faire explicitement vis-à-vis de vous, il vous confie quelque chose. C'est d'abord de le remercier de sa confiance, de le rassurer un petit peu sur le fait que vous êtes là et vous êtes là pour lui ou pour elle, parce que je pense que c'est dans cette période un petit peu de coming out ce qui est un petit peu stressant, c'est qu'on ne sait pas comment la nouvelle va être reçue par la personne en face, et on n'a surtout pas envie que les choses changent ou que les gens se détournent de nous. Donc si vous l'acceptez et que ça vous pose pas de problème, dites-le. Et puis après, voilà. Et puis ensuite, non, je pense que c'est aussi important de savoir si c'est quelque chose que la personne, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a déjà dit autour d'elle, ou est-ce que vous êtes vraiment une des premières personnes à qui elle le dit. Non pas, dans tous les cas, c'est pas à vous de le répéter autour de vous, sauf si la personne explicitement vous dit est-ce que tu peux en parler à un tel, mais parce que c'est quelque chose de personnel, et donc c'est à chacun de faire son chemin. Après, il peut y avoir des personnes qui disent voilà, je te l'ai dit, mais maintenant c'est out there, et voilà. Et la deuxième chose, c'est que je pense notamment pour les parents, c'est aussi un cheminement, et pour les personnes qui vont faire leur coming out ou qui ont fait leur coming out et qui trouvent que c'est quand même un petit peu difficile d'avoir peut-être ce temps un petit peu long de l'acceptation, ou en tout cas il y a un petit peu, faut un petit peu avaler le truc parfois chez les parents, parce qu'ils n'avaient vraiment pas pensé, ils s'étaient projetés dans des choses différentes. Il faut réaliser que vous avez eu ce premier temps dont je parlais du coming out, qui est le temps de l'acceptation de soi, qui est un processus qui vous a pris un petit peu de temps. Et en fait, en accéléré, vos parents peuvent éventuellement vivre ça, et donc eux aussi, ils commencent le marathon beaucoup plus tard que vous, quoi. Et donc voilà. Et donc je voudrais profiter de ce podcast pour remercier mes parents qui ont fait un chouette bout de chemin avec nous, avec moi et avec nous. Et c'est vrai que pour eux, c'était pas simple au début, hein. Mais vraiment, j'ai toujours senti qu'ils étaient là pour moi, qu'ils m'aimaient, et qu'ils étaient prêts à faire ce chemin avec moi. Et ça, je trouve ça vraiment tellement chouette. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Il y a beaucoup de jeunes qui soit le disent jamais à leur famille parce qu'ils pensent que ça pourra pas être accepté au vu du contexte, ou alors qui carrément se font rejeter. On en a parlé, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Le Refuge, voilà, qui accueille des jeunes qui se sont fait foutre dehors de chez eux. Parfois c'est que temporaire, parce qu'effectivement il faut que le temps que les parents réfléchissent un petit peu, mais parfois aussi c'est définitif, et la porte est fermée, quoi. Et quand il y a des parents qui disent à leur enfant je n'ai plus de fille, je n'ai plus de fille, ou tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, c'est quand même extrêmement rude. Et violent, je crois qu'on peut le dire. Voilà. Bon, tout ça a été encore chargé, mais bon, on espère que ça vous aura intéressé. C'est vrai que depuis quasiment 2 ans qu'on fait ce podcast, on n'avait jamais parlé de nos coming out respectifs. Et donc, c'est chouette de pouvoir le faire. On l'aura fait in extenso, ça aurait été un petit peu plus long, mais d'ailleurs, c'est pas tout à fait fini.
Je voudrais parler d'outils ressources parce qu'on l'a dit quand j'ai parlé de mon coming out, je disais que c'était pas très simple parce que l'homosexualité ça n'existait pas, puis il n'y avait pas vraiment Internet, ou c'était les débuts d'Internet. Mais aujourd'hui, que ce soit pour des jeunes qui se posent des questions, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne concerne que les jeunes, mais aussi pour des alliés qui se posent un petit peu des questions sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'interroge sur son identité sexuelle ou de genre. Et ben vous pouvez retrouver pas mal de ressources, notamment sur YouTube ou bien sûr sur des podcasts audio, avec un certain nombre de personnes qui partagent leurs expériences ou leur vie du quotidien. Je dois dire que c'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup regarder ces vidéos, soit de personnes qui sont en couple ou soit de personnes individuelles. On a vu fleurir ces dernières années des vidéos de coming out, de gens qui racontent voilà, comment ça s'est passé pour eux, leurs révélations à leurs proches, à leurs amis, à leur famille, de leur homosexualité. On a vu aussi des gens le faire en direct et voir la réaction. Et moi, je trouve ça très chouette parce que justement, au moment où on est un peu confronté à cet espace où on est seul avec soi-même à essayer de se découvrir, c'est pas simple. Et ben, le fait de pouvoir voir d'autres expériences, écouter d'autres personnes parler de leur propre expérience et surtout, je pense, dire prenez votre temps, faites-le à votre rythme. Chaque expérience est différente. Et ben, je crois que c'est extrêmement important. Et puis surtout, c'est aussi des personnes qu'on peut contacter. Et vous pouvez, si vous avez envie, nous contacter et échanger avec nous. On sera ravis d'échanger avec vous. Il y a un super podcast qui s'appelle Coming Out sur Spotify, qui a été lancé l'année dernière et qui, en gros, fait raconter leur coming out à un certain nombre de personnes, connues ou moins connues. Et puis, dans la saison 2, ils ont aussi fait témoigner des gens qui ont reçu ce coming out. Et je trouve ça vraiment chouette, cette initiative, et de pouvoir écouter quelqu'un qui raconte son histoire. Toutes les histoires sont différentes, comme je le disais, enfin, moi, je trouve ça toujours très touchant. On vous partagera quelques exemples sur nos réseaux sociaux. Et puis, je vous disais, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des individus qui vous parlent de leur vie ou de leur transition, voilà, qui sont transgenres et qui vous parlent de leur transition aussi. Des couples qui vous parlent de leur vie de couple, un petit peu comme on le fait dans ce podcast. Et puis aussi, et de plus en plus, et c'est assez chouette, des familles arc-en-ciel. Des familles qui ont été fondées par deux papas, deux mamans, ou d'autres modèles de famille. Et il y a notamment voilà, on peut vous en citer quelques-uns. Il y a la chaîne Chez Papa Papou, qui est vraiment super, super bien faite, très très chouette, et qu'on vous invite à aller voir. Ça donne la banane. Vous avez dit qu'on finirait sur une touche un peu plus positive. Il y a un podcast qui est fait audio, qui s'appelle Les enfants vont bien, voilà, qui est aussi extrêmement, extrêmement bien, qui vous partage des histoires de familles différentes, qu'elles soient homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes. Qui racontent leur histoire à Constance. Et franchement, très très chouette aussi. Il y a souvent cette petite poussière qui vient dans mon œil quand j'écoute ces histoires. C'est vraiment... voilà. Et puis, sur YouTube aussi, vous avez le Tour de France de nos familles, qui reflète aussi la diversité des familles arc-en-ciel. Et voilà, c'est très chouette. Et en tout cas, que ce soit dans des livres ou sur Internet avec des vidéos ou des podcasts, vous avez énormément de ressources pour comprendre le cheminement de quelqu'un que vous connaissez et qui est LGBTQI+, ou qui se cherche. Et puis aussi, peut-être aussi pour que ces personnes-là ou que vous les orientez vers ces ressources,
pour vivre cette phase au mieux et pour vivre bien en fait. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. En accord saura avec vous-même. Que le dire trop plus. Yes. Merci Max pour ces ressources. Moi, je vais vous faire terminer sur un petit point culture un peu, un peu décalé, mais tout à fait dans le thème. Je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous connaissez les drag queens. Donc, ce sont ces hommes qui se déguisent en femmes et qui en font un spectacle, un show. C'est devenu une institution. C'est parti d'abord des États-Unis. Et puis aujourd'hui, ça commence à se développer un peu plus en Europe. Il y a des bars, il y a des cabarets de soirées avec des drag queens. Donc, il faut savoir que le fait de s'habiller en drag queen n'est pas une indication sur l'orientation sexuelle de la personne concernée, ni sur sa véritable identité de genre, déjà. Une drag queen n'est pas forcément une personne trans. Mais enfin, bref, en parlant de ces drag queens, je voudrais vous parler plus précisément de ce qu'on appelle RuPaul's Drag Race aux États-Unis. C'est une émission de télé-réalité qui tourne qui a été fondée par RuPaul, qui était voilà, une des premières drag queens des plus célèbres, en tout cas qui est aujourd'hui une des plus célèbres drag queens américaine, qui a commencé à devenir célèbre en 1990 et qui a fondé donc cette course, cette émission de télé-réalité qui est l'une des plus primées, qui a reçu 4 Emmy Awards en 2016, 2017, 2018 et 2019, dans laquelle s'affrontent un certain nombre de drag queens sur des épreuves. Alors c'est un peu le top chef des drag queens, c'est-à-dire que vous avez des épreuves qui vont porter sur le maquillage, d'autres sur le costume, d'autres sur un mix des deux, d'autres sur réaliser un discours. Enfin, il y a énormément de propositions qui sont assez chouettes et c'est une émission qui est finalement assez distrayante, assez chouette à regarder. Alors vous la trouverez, je crois, sur Netflix, il me semble. Il y a un certain nombre de saisons. Et puis voilà, c'est une façon de passer un bon moment. Il y a des moments qui sont aussi un peu tendus. On sait que ces émissions sont montées pour ça. On est cette année à la 13e saison. Et d'ailleurs, je fais le parallèle avec l'émission, le podcast dont vient parler de Max, le podcast Coming Out, puisque dans la saison 12, donc la saison qui a eu lieu en 2020 de RuPaul Drag Race, il y a The Nikki Doll, qui est une drag queen française qui a participé à cette saison et qui raconte un peu donc dans le podcast qu'est-ce qui l'a poussé à participer et qu'est-ce qui s'est passé ensuite et comment ça l'a aidé, ça l'a lui apporté de la visibilité. Voilà, je vous ne saurais que vous recommander. On vous mettra des liens déjà pour voir un peu à quoi ça ressemble si on retrouve des liens sur YouTube, mais on vous encourage aussi à aller voir sur Netflix cette saison, ces 12 saisons qui existent. Alors, on ne vous oblige pas à les binge-watcher, les regarder les unes derrière les autres, mais vous pouvez sélectionner quelques épisodes qui vous par-ci par-là pour voir un peu à quoi ça ressemble et qui sait trouver quelque chose qui finalement que vous trouverez sympa. Exactement, et puis c'est toujours bien de s'ouvrir un petit peu l'esprit sur quelque chose de différent. Donc, même si vous n'allez regarder qu'un épisode ou deux, ça vous permettra de découvrir un petit peu Tout ce à fait. monde-là. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas informé. Exactement. Bon, je crois qu'on est quasiment à 1 heure d'épisode. Alors, du coup, on va clôturer ce Pride podcast dans lequel on a mis toute notre énergie et tout notre amour. On a abordé des sujets un petit peu lourds et en même temps très importants. On des vous a sujets parlé, très personnels. voilà, de nos parcours personnels. C'est assez intime. Et comme le disait Max tout à l'heure, on aurait pu encore y passer 1 heure. Mais on va pas changer le format du podcast tout de suite, mais il n'est pas exclu que la saison prochaine, on n'y revienne pas. Voilà, peut-être qu'il y aura des évolutions. Ou peut-être avant. Et comme on vous l'a dit, et puis si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, dites-le nous aussi, parce que vous le savez, on aime bien forger notre podcast en fonction aussi de vos retours. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter, parce que on arrive bientôt à 2800 écoutes d'épisodes de notre podcast, donc c'est quand même assez chouette. Et voilà, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à partager cet épisode sur les réseaux en ce mois de juin pour colorer un petit peu vos réseaux sociaux et puis peut-être faire découvrir aussi des choses à votre entourage, si eux aussi, si vous avez découvert des choses et que ça vous a plu, peut-être que eux aussi ça pourra les aider.
N'hésitez donc pas à partager tout ça sur vos réseaux, à nous faire un petit coucou, à nous envoyer un beau drapeau coloré. Et puis on vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là sur Twitter et sur Facebook. Gros bisous, c'est bientôt la fin du masque, hein, mais continuez à les porter encore pendant quelques semaines. On vous embrasse à très très vite pour... Nouvelle tranche vitaminée.